18 janvier 2024. Après la Hollande et l'Allemagne, la France voyait le retour des manifestations et barrages routiers par ses agriculteurs. Parmi la centaine de revendications énoncées par les principaux syndicats et confédérations agricoles, 2 d'entre elles reviennent comme une antienne. Les voici. Hausse de la taxation des carburants, explosion du nombre des normes environnementales qui leur sont imposées et que nombre d'entre eux décrivent comme insoutenables. À bien y réfléchir, ce que dénoncent les agriculteurs depuis maintenant plusieurs années ressemble à s'y méprendre à ce que vivent les automobilistes. Une pression financière toujours plus lourde sous couvert de protection de l'environnement. Polluante, dangereuse, superflue, dépassée. Depuis plusieurs années, les qualificatifs les plus négatifs font les choux gras des médias de tous bords dès lors que l'automobile est mentionnée. De manière plus prosaïque, les décisions politiques stigmatisant celle-ci, excuses à un matraquage fiscal toujours plus brutal, vont également crescendo. La conséquence, des contribuables excédés qui finissent par se révolter. Rappel, nous sommes en 2018. Une vague de manifestations d'ampleur inédite, rapidement nommée « Mouvement des Gilets jaunes », éclate un peu partout en France. Les instigateurs, des automobilistes réagissant à l'instauration d'une taxe supplémentaire sur le carburant routier. Raison évoquée par le gouvernement d'alors, une mesure présentée comme fondamentale pour lutter contre la pollution engendrée par les véhicules particuliers. En toile de fond, le principe de pollueur-payeur. Pour en comprendre les tenants et aboutissants, il nous faut faire un bond dans le passé, en 1920 exactement. Cette année-là, l'économiste britannique Arthur Cecil Pigou publiait un essai intitulé « L'économie du bien-être ». Dans cet ouvrage était introduit le concept d'externalité. Il s'agissait de décrire les effets positifs ou négatifs que les actions d'un individu ou d'une entreprise peuvent avoir sur les autres. Le principe de pollueur-payeur, introduit par Pigou, suggère que lorsque des activités économiques génèrent des externalités négatives telles que la pollution, le rôle des autorités est d'intervenir en imposant une taxe ou en émettant des réglementations. Le but, s'assurer que les coûts de ces externalités soient internalisés. En d'autres termes, que les pollueurs soient forcés de payer une compensation pour les dommages causés à la société et à l'environnement par leurs actions. Le principe de pollueur-payeur a connu une accélération en 1971. Sur la base de travaux émanant du aujourd'hui fameux Club de Rome, cette doctrine fut officiellement adoptée par l'ensemble des membres de l'Organisation de coopération et de développement économique. Au milieu des années 1980, ce principe sera inscrit dans l'Acte unique européen, document fondateur de l'Union européenne. Quelques années plus tard, en 1997, la ville japonaise de Kyoto accueille un événement qui fera date. Les représentants de 37 pays industrialisés y sont rassemblés. Ensemble, ils signent le premier accord pour le climat de l'histoire. Selon ce protocole, le dioxyde de carbone est officiellement accusé par les pouvoirs publics nationaux et transnationaux d'être l'un des plus importants responsables du réchauffement climatique. Depuis cette date, la taxation des émetteurs de ce gaz semble constituer la feuille de route des autorités européennes et en cascade françaises. En France, justement, une taxe dite taxe carbone était introduite dans un document nommé Pacte écologique, sorte de charte écrite par l'animateur de télévision, champion absolu du nombre de déplacements en avion et hélicoptère, et donc recordman des émissions de carbone à l'échelle individuelle, Nicolas Hulot. Dans un élan tenant bien moins de la logique et de l'honnêteté que de la soumission et de l'hypocrisie, tous les candidats à la présidentielle de 2007 se pressaient d'y apposer leur signature.
Pour simplifier, il s'agit ni plus ni moins de faire payer une taxe à toute personne ou organisation en fonction de sa consommation énergétique traduite en tonnes de CO2 équivalentes. Cette disposition sera finalement inscrite dans la loi de finances et introduite en 2014. Cette taxe est depuis payée par les particuliers et les entreprises et ajoutée au prix final de l'essence, du gazole, du fioul ou du gaz naturel. Novembre 2018. Le gouvernement d'Édouard Philippe annonce l'augmentation de la taxe carbone pour le 1er janvier 2019. Le hic. Durant les mois précédant l'annonce gouvernementale, le cours du baril de pétrole avait subi une forte augmentation, ce qui, en cascade, avait fait fortement monter les prix des carburants. L'application d'une hausse de la taxe carbone faisait donc craindre l'explosion du coût du sans-plomb et du gazole à la pompe. En réaction, le 17 novembre 2018, un chauffeur routier, Éric Drouet, appelle sur sa page Facebook à un blocage national en protestation contre la hausse du carburant. Le mouvement des Gilets jaunes venait d'éclore. Mais en parallèle, un autre coup de massue fiscal, également justifié par le principe de pollueur-payeur, était asséné à l'automobiliste. Il s'agit de la taxe dite malus écologique. Ajoutée au prix d'un véhicule neuf, elle est basée sur un barème dépendant des émissions déclarées de CO2 de celui-ci. Songez qu'en 2024, le montant maximum de cette taxe atteindra la somme hallucinante de 60 000 € par véhicule vendu. Si aucun être humain sain d'esprit ne peut s'opposer à la lutte pour la sauvegarde de l'environnement et in fine de l'humanité, une analyse fine de l'application continuelle de taxes et autres impôts directs ou indirects par les dirigeants européens et en cascade nationaux au peuple français suffit à expliquer l'ire dissolue. Mais aussi, et cette chaîne s'évertue à le prouver depuis maintenant plusieurs années, cette démarche, en plus de s'apparenter à un véritable racket, ne trouve finalement comme justification que la croyance béate caractéristique de cerveaux attardés. Outils exclusifs utilisés par les décisionnaires cités plus haut, 2 neurones. Au-delà, le risque de surchauffe est réel. Dans leur boîte crânienne se trouve donc d'un côté le pêcheur, autrement dit l'automobiliste devenu cause principale de l'importation de l'enfer caniculaire du royaume des mythes vers la planète Terre. Cette transgression impardonnable étant suffisante selon les mêmes individus pour désigner le possesseur d'une automobile à moteur thermique comme l'instrument du diable. L'autre neurone, celui du bien, n'a qu'une utilité: amener le fautif à la pénitence. Son chemin de croix est donc tout tracé. Il paiera pour l'instrument de son péché, ses émissions de carbone, responsables de l'infernal réchauffement. Et peu importe que l'indicateur unique retenu soit officiellement reconnu par ces mêmes demeurés comme contributeurs mineurs de ce phénomène. Pire, vous serez probablement surpris d'apprendre que, selon les sources officielles produites par les mêmes abrutis, le principe de pollueur-payeur ne s'applique pas du tout au dioxyde de carbone. Pour le comprendre, il suffit d'ouvrir le rapport annuel de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, organisme public placé sous la tutelle des ministères de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et de la transition écologique et solidaire. C'est bien simple, l'agence gouvernementale ne classe jamais le CO2 parmi les polluants. De là, l'amoncellement de taxes et de législations punitives supposées justifiées par la lutte pour la réduction des émissions de carbone, raquette que subissent tant les agriculteurs que les automobilistes, ne peut en aucun cas trouver sa justification dans le principe de payeur-pollueur. À bien regarder, ce matraquage fiscal semble plutôt confirmer une volonté des pouvoirs publics de plomber l'automobile et donc par effet de ricochet de pressuriser financièrement l'automobiliste. Et la situation en France est particulièrement terrible.
car aux taxes et impôts que nous avons listés s'ajoute de plus une liste de mesures ciblant une fois de plus l'automobiliste au nom de, devinez quoi, la lutte contre les émissions de CO2. Nous voulons parler ici de l'instauration des zones à faibles émissions ou encore des zones à trafic limité et de leur cortège de verbalisation prévues, véritables taxes dissimulées pour les contribuables automobilistes. Le résultat, songez qu'à l'échelle européenne, l'Hexagone occupe rien moins que la 2e place en termes de volume global de prélèvements liés à l'automobile. Si l'on ramène ces chiffres à chaque véhicule, la France se place tout de même à la 4e position de la liste. Elle n'est d'ailleurs précédée que par des pays comportant un nombre total de voitures circulant sur leur sol incomparablement inférieur. Se pencher sur la fiscalité du pays le plus proche en termes de volume de véhicules circulant ainsi que de PIB, en l'occurrence le Royaume-Uni, permet de constater l'étendue du gouffre. Là-bas, et malgré des politiques à peu près aussi obsédées par les émissions de CO2 que leurs homologues français, la pression fiscale pesant sur l'automobile y est inférieure de 35%. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. 2 solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.